Alors moi j'ai né à Dakhla. Alors moi si je commence à vous parler de mes meilleurs souvenirs à Dakhla, c'est un peu différent, tu vois. Alors moi mes meilleurs souvenirs à Dakhla, c'est quand je serai un peu plus loin de l'auberge et de tous les gens qui parlent de kite. Moi je suis dans un lieu de kite. Moi je suis un humain aussi, donc je ne peux pas parler de kite de toute l'année, tu vois. Aussi j'ai des moments où je préfère ne pas parler de kite, hein. Tu préfères parler de quoi? Bah, de tout. Bah, comme là, quand on vient là, de rester là. Et que là, on vient de son sujet, sans rien parler et tout. Ça, c'est un peu je sais pas, c'est quelque chose que ça me plaît. C'est pas prévu à l'avance, on est là, tu vois. Il y a les vagues qui se cassent. Je préfère d'être là des fois. Habib est sahraoui. Et pour lui, Darla, ce n'est pas que le kite. Dans ce second épisode, je suis revenue aux origines de la ville. Je cherchais à comprendre et découvrir ses autres visages, celui de la pêche et du développement. Un dernier épisode de cette série sur la lagune de Darla, pour retracer un morceau de son histoire et de son avenir, à travers d'autres liens à l'océan. Bienvenue dans le Grand Bleu. Je m'appelle Mathilde et je pars à la rencontre de celles et ceux dont la vie est liée à l'océan. Pour revenir aux origines de la ville, je suis revenue à celle des nomades, une des premières auberges que la baie a vu naître. Celle où, au-delà du kite, règne le partage. J'ai donc interrogé Habib, le fils d'un des fondateurs de l'auberge, qui la gère aujourd'hui avec ses frères. Alors, l'auberge, si tu veux vraiment connaître l'histoire de l'auberge, alors tu sais l'endroit où on est là en ce moment. Non, bord de là, l'océan. l'endroit, là, dans l'attente. Ouais. Ce moment-là, cet endroit, il s'appelle la maison de Corbine avant. Et la Corbine, c'est ce que vous appelez en France la poisson maigre. Et c'est pas une poisson qui est maigre, hein. C'est une poisson qui est vraiment, qui prend beaucoup de poids, hein. Il s'appelle la Corbine. Alors mon père avant, et ça c'était avant qu'il n'y avait rien à voir sur l'autre côté, à la lagune, où on est basé, là en ce moment. Alors il y avait mon père qui fait la pêche. Il y avait Yves. Lui c'était un pêcheur et c'était son idée de dire à mon père de faire un campement de pêche. Ça veut dire de faire un camping des pêcheurs. Avec Parce que lui, il venait pour pêcher, il connaissait l'endroit. Parce que Dakhla, c'était un peu connu jusqu'en 1886. Il y avait des sociétés de pêche ici à Dakhla. Alors, pour te dire, ils ont été 4 amis. Il y avait Saïd, c'est un Algérien. Il y avait Yves. Il y avait Edmond et il y avait David. Tu vois, donc c'est une histoire un peu amie. Il fait nuit. On est dans la tente berbère de Habib, comme son père avec ses amis avant lui, à la maison de Corbine. Dehors, derrière nous, l'océan s'étend. Les vagues frappent les dunes du désert. Les pêcheurs de nuit s'éclairent à la frontale. Le vent souffle et le ciel dégagé offre des centaines d'étoiles. C'est dans ce contexte qu'Habib revient sur l'histoire de l'auberge. Et tu sais que toute cette histoire-là, ça vient de là, l'endroit où on est là en ce moment. Je te jure. Que toute l'histoire de l'auberge et de la lagune et tout le kite et machin, ça vient de là, l'endroit où on est là en ce moment. Voilà. Et c'était quand ça du coup? La première fois qu'il y a quelqu'un qui est venu pour faire du kite? C'est en 2008. 2008? 2007, la fin de 2007, début 2008. Et il n'y avait personne, il n'y avait pas de campement, de kite, il n'y avait rien. Mon père, c'était sa passion de faire la pêche et qu'il le fait jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été 4 amis qui aiment beaucoup de faire le surf casting. Ça veut dire que la pêche au bord de l'eau. Quand tu jettes la canne à pêche, tu les mets dans un piquet, tu vois, et tu attends. C'est ce que les gens ils font là en ce moment. Et là, on est dans le même endroit, tu vois. Donc, c'est leur... ils avaient une idée de dire, vas-y, on mettra un campement là-bas.
où il y avait l'auberge de nomades là en ce moment, qui disent vas-y, on va accueillir des clientèles qui viennent pour faire de la pêche, mais qui dorment à l'auberge et on les amène les jours d'après pour y aller faire la pêche. Ici ou soit dans d'autres endroits. La maison de la Courbine, ce lieu au bord de l'océan, j'y suis également allée 2 jours, pour pêcher un jour sans vent, avec Mido, le frère d'Habib. Cette zone-là, elle s'appelle la maison de Courbine. La majorité de poissons ici, que de Courbine. Là. C'est ton père qui a chopé une corbine ici Ouais. C'est des gros Il a poissons. déjà chopé une Courbine de 62 Ouais, ici, 62 kilos. à la fin de 2007. On va pêcher normalement, à mon avis, pour ces conditions de vent là aujourd'hui, il y a beaucoup de lolos et même la Courbine aussi. Mais on va essayer avec les appâts, si ça ne va pas marcher, on va pêcher avec les lourds. Soit les lolos, soit comme ça, ou soit rien des Lolo, fois. corbine ou rien. Lolo, c'est un poisson, tu vas aimer. Il est très très délicieux là, avec des pois noirs. Tout le temps avec ma technique, je fais ça un fil de 70. Ok. Et après, je veux faire le petit de 50. Ok. Comme ça, si ça sera un grand poisson comme ça, Ouais. ça va aider. Et comme ça, dans les rochers, tout à l'heure, le temps qu'on va lancer les cannes à pêche, on va rechercher les moules, comme ça, on va préparer avec. Les moules, on les utilise comme appât? Ouais. Non, on peut l'utiliser comme appât, mais les appâts, les meilleurs appâts ici, surtout les appâts préférés pour la Courbine, c'est le sardine. Ok. La deuxième, c'est caramar. Et les moules, c'est pour les manger, du coup. Pour les manger, ouais. On utilise des fois pour les dorades royales. Ils préfèrent les moules, ils préfèrent les dorades royales. Chinois, ils préfèrent aussi les crabes. Ça, c'est les appâts préférés pour les dorades royales. C'est les crabes, parce qu'il y a les crabes rouges et les crabes verts. Il adore les crabes verts. Verts? Ouais. C'est ouf ça. Ceux qu'il y a devant dans la lagune, c'est des rouges? Voilà, les rouges. Mais là, à la Secret Spot, il y a plein des crabes, les verts. Ok. Et ça, c'est les crabes. Il y a les crabes de sable et les crabes de rocher. Les crabes qui vivent dans les rochers, ça c'est les crabes, les verts. Mais les conditions aujourd'hui de vent, ce pas des conditions de la pêche. Ah ouais? Il faut Juste quoi comme condition de vent? l'important, si le site comme ça d'ouest qui vient, Ouais. ça c'est le moment de la pêche. Et ça marche, Mais ça marche la mieux quand il y a plupart, du vent? ouais, voilà, exactement. La plupart des gens qui croient juste s'il y a pas de vent, il y a de poissons, mais c'est pas vrai. Après, les Même poissons, avec- ils sont voilà, toujours là, normalement. Voilà, exactement. Mais il faut les bonnes conditions. Ouais, et parfois ils ne mangent pas, ça dépend des marées aussi. Tu sais, ils mangent plus avec la monte de la marée. Et tu vas voir. Là Et maintenant, après, la monte de la marée, il sera avec le Saint-Site. Et au Comme coucher ça, de soleil. peut-être on va pêcher des choses. Ok. Il faut pêcher en fin de journée? Ça n'a pas Non, d'importance, c'est la marée? avec la monte de la marée, c'est le bon moment pour la Marée pour la montante. pêche. Ouais. Montante et coucher de soleil un peu, non? Ouais, et le coucher de soleil aussi. ouais. Ok. C'est pour ça, moi, je pêche pas la journée, je pêche tout le temps, juste la nuit. Ou le matin? Le Ouais. matin ou la nuit? Et tu sais, là maintenant, avec beaucoup de gens et tout ça, et le chemin, il est plus simple pour rentrer. Et Dakhla, il a grandi, il y a moins de poissons, c'est pas comme avant. ouais. Comme avant. C'est pour ça, là maintenant, je dois aller des fois 200 km pour des zones de pêche. Il y a. Ouais. Et c'est pour le plaisir ou parce que tu veux les revendre derrière? Pour le plaisir ou pour pêcher aussi, Ok. j'aime bien. 200 km. Là maintenant, mes amis qui sont 3, qui sont de 200 km d'ici, chaque soirée qui pêchent le poisson. Tu avais le choix, tu préférais faire Ouais, de la pêche tout le ouais, temps? ouais. Et des fois, je viens ici, même je ne sais pas que les conditions qui sont pas bien pour la pêche, mais juste pour le plaisir, pour préparer le thé, faire barbecue. tranquille. Ouais, C'est quoi avec que les t'aimes? amis. Ouais, c'est ça, c'est parce que Ouais. t'es tranquille, tu peux Tu passer vides un la moment- stress, la fatigue, le travail et tout ça. Tu viens. Et si je pêche le poisson, je le ramène juste pour... La dernière fois, vous êtes mangé avant-hier ou comme ça, c'est des poissons que j'ai pêchés à côté ici. Là encore, l'océan est un moyen de se vider la tête, de partager un moment entre amis, d'observer l'océan et de ne plus penser à rien. La pêche nous nourrit. Darla est un véritable vivier dont certains ont su tirer profit. Comme le gérant du Talamar, le meilleur restaurant de la ville, qui a été fondé par un ancien marin. Je m'appelle Guy Ahmed, je viens de Safi.
de sa fille, je viens. Avant 90, le 90, je passais tout le 90 ici. Je viens comme un marin, je travaillais marin, mais j'ai limité, je fais la soudure, je fais beaucoup de choses. Je travaille avec une société, quand on a le transport de pêche, on achète la pêche ici, après on a parti à Las Palmas, pour la société ils vendent, après on retourne. Et après je commençais à développer pour rester comme employant qui gagnait moins d'argent. Et après, je gagnais un peu d'argent et je commençais à réfléchir qu'est-ce que je fais avec mon argent. J'aime la mer, j'aime rester à côté de mer, donc je commençais à réfléchir pour faire les huîtres ou bien les moules ou bien quelque chose comme ça. Après, je fais l'élevage des huîtres. Le moment que je fais l'élevage des huîtres, donc les huîtres ils commencent à grandir, j'ai trouvé pas les gens qui l'achètent. Et donc je commence à réfléchir comment je fais pour mes huîtres, pour la vendre. Donc pour vendre ici, pas beaucoup de gens. Les gens ils n'aiment pas les huîtres, ils ne sont pas habitués pour les huîtres, donc je commence à réfléchir comment je fais. Donc je réfléchis, donc il y a tous les gens d'ici, ils aiment les chameaux. Donc je fais un mélange le chameau avec les huîtres, je prends la bosse du chameau, je commence à faire une petite sauce parce que je connais un peu pour faire la cuisine. Je fais la sauce dans les huîtres, la bosse du chameau avec la sauce, je la mets un petit peu, même pas un demi-gramme. Tu la mets un petit peu, donc les gens, quand il commence à aimer les huîtres. Le moment qu'il a aimé les huîtres, donc là, il dit pour l'autre, donc il vient beaucoup, un paquet de gens, il vient des gens pour manger les huîtres. Il prend les huîtres tagines et les huîtres grillées comme ça. Donc, c'était déjà le début du restaurant de c'est le début de ça. Du coup, c'était quand? C'était dans les années 90? Non, jusqu'à 2007. Jusqu'à 2007. 2007. Il commençait bien, il commençait le travail, les huîtres. Donc il y a le manque dans les huîtres. Donc je commence à baisser un petit peu. Donc j'ajoute les poulpes, les calamars, les moules et les huîtres. Je mets un mélange pour n'accélérer pas seulement sur les huîtres pour rester un petit peu. Donc je commence à travailler comme ça et je commence à diminuer sur les huîtres parce que les gens ont commencé à manger les huîtres crues. Donc les huîtres crues, il y a les gens qui ont besoin les huîtres grillées, les huîtres dans le tagine et les huîtres crues. Il a commencé à serrer, donc j'ai obligé pour acheter à les amis. Et après, je fais une autre société là-bas qui donne maintenant, j'arrive à 2000 kilos par semaine maintenant. La première fois que je commence à travailler, c'est l'élevage des huîtres. Ok, et ça, tu as toujours l'élevage des huîtres encore aujourd'hui? Oui, maintenant j'ai trois fermes des huîtres, l'élevage des huîtres et les moules. Et j'ai commencé maintenant à réfléchir pour faire les algues. Les algues, c'est le mot que je peux donner, même dans les poissons et dans la soupe et dans les tagines aussi, pour rester tout le temps sur la mer. Et maintenant, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et il faut des gens qui travaillent, qui donnent un coup de main parce que tout seul, je ne peux rien à faire. Moi et mon fils, on n'a rien à faire. Maintenant, il y a le troisième qui donne un coup de main. Et, vous êtes combien? Il y a combien de personnes qui travaillent pour toi? 32. Au restaurant, plus les huîtres et les moules? Les huîtres, il restait seulement 4 qui travaillaient. Les autres, tous, ils travaillaient dans la restauration. Parce que la restauration, il y a beaucoup de choses. Parce que nous, on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'eau douce. L'eau qui est là.
On a obligé pour filtrer, après on a arrosé c'est pour ça on a beaucoup. Il y a les techniciens qui peuvent surveiller tout ça. L'électricité, on voit maintenant, et à chaque fois il est coupé parce qu'on a un circuit. Un générateur? Non, tout le monde travaillait avec le panneau solaire. Panneau solaire. Le panneau solaire, on a presque... maintenant, on utilise presque 20 kilos par heure. Mais quand il y a quelqu'un qui aime le travail et travailler à cœur, il peut arriver. L'exploit du restaurant, les gens, chaque fois, ils viennent des gens qui sont très bons. C'est pour ça que j'ai resté pour ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ils aiment les restaurants, ils aiment nous aussi, ils aiment notre travail. C'est pour ça, c'est ça que j'aime et j'y vis pour ça. Je viens ici parce que je trouve des gens ils viennent des gens qui viennent de l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Amérique, il y a beaucoup. C'est les États-Unis, c'est l'Amérique, c'est la même. Tu as des Chinois ici? Oui. C'est ça, je trouve ce travail-là. C'est ça, j'aime comme ça. Alhamdulillah, c'est grâce à Dieu. On va au Talamar en famille, entre amis. C'est un lieu de partage qui donne sur l'océan, où se mêlent les odeurs du poisson, des épices et celles de l'eau salée, où s'élèvent les voix des locaux et celles des touristes qui viennent profiter d'un repas et des spécialités locales. Tu as des couteaux? Nos couteaux sont pas bons. Ah ben on y va. Alors, Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Alors un tagine de la mix 6-8 et après le poisson pour tout le monde. Un tagine mix. Et plus encore un tagine, tu peux m'envoyer un tagine mix aussi. Un autre tagine mix. Un tagine poule. Deux tagines poule. Trois tagines poule. Hein? Trois tagines poule. Et les jus? Il y a le citron gingembre, citron concombre, de l'eau. 2 bouteilles citron gingembre. Et de l'eau. Ouais, et de l'eau. On est mort de soif. Le poisson, je mets un petit poisson pour deux. Non, pour 4. Hein? Poisson pour 4. Ici, on ne le ressent pas, mais en creusant, on se rend compte que si le développement du tourisme crée de l'emploi et renforce l'activité économique, le poisson, quant à lui, se fait plus rare. Le poisson commence à diminuer un petit peu, c'est pas comme avant. Parce qu'il y a trop de gens qui pêchent. C'est ça, trop pêcher. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent à la ligne, le nuit, le soir et tout ça, c'est... Chose qu'il n'y avait pas il y a 15 ans peut-être. Non, il a commencé à diminuer un petit peu, c'est pas ici au Maroc, dans tous les pays. Dans tous les pays, ils pêchent. Ils n'arrêtent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est leur travail, c'est la pêche. C'est ça, mais les autres, ils pêchent. Il y a des gens qui sont restés, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils pêchent tous les jours. Avant, tu sais, je peux entrer avec une ligne de 5-6 mètres. Je la mets une pierre ici, je fais l'hameçon, je la mets la part, je trouve un poisson. Je parle de 30 ans ou plus. De 30 ans, tu sais. Les poissons qui entrent avec la marée, quand il a monté, il monte avec. Après, quand il retourne, tout il est noir. Tous les noirs de poissons. Maintenant, tu trouves des petites taches. Après, les petites taches, il commence à diminuer. Après, tu ne le trouves pas. Il y a quelques fois que tu le trouves de fois. Ce constat, Patrick le fait lui aussi. À 68 ans, il a vu évoluer la mer Méditerranée, qu'il a vu grandir. Et depuis 15 ans, il observe le développement de la lagune de Darla et de l'océan Atlantique. J'ai bien peur que vos enfants ou mes petits-enfants connaissent pas l'océan que moi j'ai connu. C'est-à-dire un océan plus pollué, plus chaud. Faut pas oublier que l'océan, c'est avec le corail, c'est quand même un poumon d'oxygène. Et ça, on est en train de le détruire. Mais t'as pas peur que, tu vois, aussi, par exemple, tu vois, Darla, quand t'es venu il y a 15 ans, il y avait combien d'hôtels autour de la lagune, par exemple? 2 hôtels. Il y a 18 ans, il y avait 2 hôtels. Il y avait Darla Attitude, là où on est en ce moment, et il y avait l'Auberge des Loups. Et ça s'appelait pas Lagon Énergie, mais c'était Lagon Énergie. Et après, 5 ans après, peut-être 6 ans, 7 ans après, il y a eu tous ceux qui se sont faits là, et tous ceux qui se sont faits là.
dont une horreur, le Darla Club, là. C'est une horreur. C'est vraiment c'est le luxe au milieu du désert. Ils ont cassé ils nous ont cassé la belle dune qu'il y avait. Ils ont fait du béton. Enfin, c'est n'importe quoi. Autant il y a certains qui ont un peu, comme Lagon Énergie, ils ont préservé un peu le milieu. Autant eux, ils ont fait n'importe quoi. Ça, c'est mon point de vue, hein, mais. Le revers de la médaille de Darla, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir à Darla pour le kite et donc voilà, je trouve qu'ils n'ont pas respecté l'environnement. Puisqu'au départ, Darla, c'était plutôt une ville de pêcheurs. L'île de pêcheurs, il y avait 20 000 habitants, maintenant il y en a 200 Ouais. en 15 ans. Donc ça a créé l'activité économique, mais moi, tu vois, je me dis pour les pêcheurs, rien que d'avoir autant de kites sur l'eau, Ouais. je me dis ça doit quand même faire fuir les poissons. Ouais. Ça doit faire fuir les dauphins qui viennent dans la lagune le matin. On en voit moins qu'avant. Avant, on en voyait plus le matin. Avant, tous les matins, tu prenais le petit déjeuner à 8h, quand il n'y avait pas de kiteurs, tu voyais les dauphins. Bon, c'était pas les dauphins, tu sais, joueurs là, qui sautent, tout ça, c'était des gros dauphins, et ils étaient là. Maintenant, c'est dur pour les voir. Le matin, moi, j'en vois pas. Donc, effectivement, ça joue sur la faune énormément. Mais c'est ce que je disais, hein, c'est que le revers de la médaille, c'est ça, quoi. C'est que ça va devenir... et c'est au détriment de l'océan et de la lagune, parce que la lagune est en train de se refermer, en fait. Parce que tous les rejets, pour l'instant, sont faits dans la lagune. Il faut voir, hein, tous les rejets, l'eau sale est rejetée dans la lagune. D'ailleurs, moi, avant, on grattait le sable, c'était toujours du sable. Maintenant, quand tu grattes le sable, il y a un sable noir dessous. Il y avait plus de crabes, il y avait plus de faune, en général. Il y avait un peu plus d'oiseaux. Maintenant, les oiseaux, on n'en voit pas beaucoup, à part quelques pectorales. Et la lagune est en train de, par rapport à ces rejets, la lagune est en train de se refermer comme ça. La passe, elle est au large là, d'Arles Latitude, et la passe est en train de se refermer. C'est-à-dire que le jour où ça sera complètement refermé, ça peut être dans 20 ans, 30 ans ou 50 ans, on n'en sait rien, ben ça, la lagune sera plus alimentée. Ouais. Donc ça risque de devenir une zone de mer morte. Et là, bon, je suppose que après ils feront des travaux pour réagrandir la passe. J'espère, je pense, parce qu'il y a trop de fric en jeu. Mais donc voilà, l'activité humaine, ça détruit quand même pas mal de choses. Après, on est bien content de venir pour faire du kite. C'est sûr. Mais tu connais toi ou pas un peu le point de vue des Marocains, de ceux qui habitent ici justement par rapport à ce développement-là? Est-ce qu'ils sont contents parce que ça crée de l'emploi, de l'activité, de l'économie, ou est-ce qu'ils se disent ils sont en train de détruire mon environnement? En général, les Marocains sont plus contents que les Mécois. Avant, les jeunes, s'ils restaient à Darla, leur avenir c'était de terminer pêcheur, quoi, ou de travailler dans les usines de pêche et voilà, pour leurs parents. Là, ils peuvent faire prof de kite, ils peuvent monter leur petit shop de kite, ils peuvent monter des locations de voitures, ils peuvent toute cette activité qui est liée au tourisme. C'est pour ça que c'est passé de 20 000 habitants à 200 000 habitants. Quoi. Il n'y a pas plus d'expats, je pense pas. Il y en a autant pour faire marcher les administrations. Tout le reste, c'est des gens qui sont venus à Darla, du nord du Maroc ou du sud de l'Afrique. Parce qu'avant, on ne voyait pas, par exemple, des gens du sud de l'Afrique, comme Mika, il y a 15 ans. Ils n'en avaient pas besoin. Là, maintenant, ils viennent parce qu'il y a du boulot. Les moniteurs, il y en a qui viennent de Essaouira, beaucoup. D'ailleurs, à l'Auberge des Nomades, il y en a 3 qui sont de Essaouira. Donc, ça attire du monde. Donc, ça fait de l'emploi. Ouais. Voilà. Et le roi du Maroc, d'après ce que j'ai entendu, veut faire de Darla la station balnéaire du Maroc. En effet, Darla est au cœur de grands projets de modernisation initiés par le roi du Maroc, Mohamed VI. La construction du port d'Arla Atlantique en a un bon exemple. 3,5 km de jetée, une capacité d'accueil de 35 millions de tonnes de marchandises par an, 1800 ouvriers mobilisés dans les travaux, dont 20% originaires de Darla. À cela s'ajoute la construction de nouvelles routes, l'installation de panneaux solaires, d'usines de désalinisation, ou encore les investissements pour le tourisme haut de gamme. Autant de projets qui transforment la ville, mais interrogent aussi sur son statut. Darla se situe en plein Sahara occidental, territoire non autonome revendiqué par le Maroc et par le Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie. Ce sujet, je ne l'ai pas abordé avec les personnes que j'ai interviewées. Par pudeur, par manque de connaissances,
Et car, par abus de langage, j'ai été la première à dire que j'allais au Maroc en disant que j'allais à Darla. Hassan, marocain d'Essaouira installé à Darla, apporte néanmoins une distinction entre la ville et le reste du Maroc. Une distinction qui n'est pas politique, mais culturelle. Sur la différence qu'il fait entre la région d'Agadir, là d'où il vient, et Darla, là où il a choisi de vivre. C'est pas le vrai Maroc, quoi, tu vois. Ah ouais? Ouais. Oui, exactement, parce qu'en fait, le vrai Maroc, c'est en fait quand, par exemple, à Essaouira, t'as les ruelles, t'as les petits restaurants, tu entends la musique, les shops, tu vois. Et, et là-bas, si tu loues une voiture, t'as toujours des trucs à faire. Tu vois, il y a des petits villages ici, il y a des berbères qui sont vraiment très accueillants, tu vois, tu vas avoir une très très belle expérience. C'est ça ce que j'aime aussi, en fait, au Maroc. Marocaine ou pas, Darla relie ceux qui, au-delà du kite, de la pêche, du développement touristique et économique, recherchent un peu de liberté. C'est un lieu de partage, un refuge pour les amoureux de l'océan, mais pas que. C'est un lieu où l'océan nous offre beaucoup, tout en étant le miroir des conséquences du développement. Darla est au cœur du désert, mais c'est l'océan qui l'a fait naître et le vent qui l'a fait grandir. À travers ces 2 épisodes, à travers les témoignages de ceux qui restent et de ceux qui sont de passage, j'ai voulu vous faire découvrir les différentes facettes de cette ville. J'espère que ce format un peu différent vous a plu, qu'à travers ces récits, c'est une invitation au voyage et à découvrir Darla que vous avez ressenti. Merci d'avoir écouté Le Grand Bleu, le podcast qui interroge les liens entre humains et océan. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, le partager et à t'abonner. Bah, tu peux dire juste c'est dans la boîte. Le mot de la fin.